Et bonsoir à tous, c'est Taxi Network. Vous avez été énormément à me demander la vidéo de la présentation que j'ai faite ce matin sur IPv4 et IPv6. Donc j'ai décidé finalement de la publier sur YouTube. Donc je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout experte en réseau, que j'en suis qu'à mes débuts et que j'espère toujours apprendre. Donc il peut y avoir encore énormément de simplifications, en particulier pour ma classe qui ne connaissait pas du tout BGP à la base. Il y a quelques erreurs aussi, j'en suis consciente et je referai sûrement une vidéo pour améliorer tout ça et faire un truc plus propre que la présentation que j'ai fait actuellement. Donc je remercie encore les personnes, la communauté FRNOG et Twitter qui m'ont aidé à faire ce diaporama et j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Et on écoute. Donc je vais vous présenter la fin du PV4, donc quelles conséquences pour les entreprises et les opérateurs. Donc je vais commencer par l'introduction, donc comment fonctionne Internet, quels problèmes se posent actuellement avec IPv4. Le CGNAT est une solution qui est controversée. Donc la solution c'est IPv6, mais c'est une solution qui est peu exploitée. Et ensuite je vais vous montrer quelques retours d'expérience que j'ai pu avoir. Donc l'introduction, je vais d'abord vous parler de BGP. Donc BGP c'est un protocole qui gère l'acheminement des paquets par échange de route. Et donc pour pouvoir rendre son réseau routable depuis Internet, il faut l'annoncer dans la table de routage avec un numéro d'AS. Donc concrètement, par exemple, vous avez un data center, vous le CFA ou n'importe quoi. Si vous voulez annoncer votre plage d'IP au reste du monde, il faut que vous utilisiez des BGP. Et en fait, une fois que vous avez BGP, dans votre routeur, vous aurez ce qu'on appelle la full view. Donc ça veut dire que vous aurez la liste de toutes les routes et ainsi vous pouvez aller partout sur Internet. Donc ici, on peut voir que c'est un genre de trace-route, on va dire. Donc je pars de Telia qui est un data center. Et en fait, on voit ici tous les AS par lesquels je passe. Donc Telia, Fibre Noire, et ensuite mon DJ. Donc un AS, c'est un autonomous system. Donc c'est un réseau autonome sur Internet, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une composante d'Internet. Donc il s'interconnecte avec les autres AS, donc ce que je disais, les data centers, les opérateurs. Et l'ensemble des AS et leurs interconnexions forment Internet. C'est pour ça qu'on parle de réseau en fait. Donc c'est des petits réseaux qui viennent de grands réseaux, et ça forme Internet. Et donc pour exister, chaque AS doit s'interconnecter à au moins deux autres AS pour s'échanger toutes les routes. Donc ici, je vous ai mis un petit schéma, donc c'est ce que je disais. Donc vous avez deux réseaux locaux, on va dire, qui s'interconnectent et qui s'échangent les routes par PGP. Donc des exemples d'AS, donc Orange, voilà, qui a énormément d'AS. Milky One qui est un petit opérateur associatif et Leonix c'est un data center qui se situe à Paris. Donc concrètement, ici c'est une weather map. Donc on peut voir ici en le transit. Ici, le pairing. Donc en fait, on a sur notre réseau ici, et les routeurs qui sont bleus vont aller au transit et en fait permettent d'échanger les routes et de se connecter au reste de l'Internet. Donc pour avoir un AS, il faut faire une demande au RIR, donc c'est RIP pour l'Europe, je vais venir aux Apolline après. Pour devenir à LIR, donc pour cela il faut trouver deux AS, donc deux data centers, comme expliqué, qui acceptent d'échanger les routes avec vous et aussi énormément d'argent. Donc l'inscription au RIP elle coûte dans les 2000 € et par an c'est 1800 € pour faire tourner l'AS et avoir une plage du PV4 ou PV6. Donc une fois inscrit en tant que membre du RIP, vous devenez un LIR, donc un Local Internet Registry. Donc on a notre propre plage IP, notre numéro d'AS. Donc le RIP, c'est Réseau IP européen, donc c'est un RIR, c'est Regional Internet Registry. Donc il en existe 5 dans le monde, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc le RIP, il gère essentiellement toute l'Europe et une partie de l'Asie, une partie de l'Asie. Et donc voilà, il s'occupe de l'allocation des adresses IPv4, IPv6 et des numéros d'AS. Donc actuellement, les problèmes qui se posent avec IPv4, c'est que le RIP a annoncé qu'il restait moins de 2 millions d'adresses IPv4 disponibles dans leur plage d'IP. Donc en gros, chaque RIR a leur plage IP, donc c'est un /8, il me semble de souvenir. Et donc en fait, là, on voit sur la courbe qu'ils arrivent à la fin. Donc la fin de l'allocation d'IPv4 par RIP est prévue en fin 2019. Donc ici, on peut voir que c'était le schéma de l'ARCEP qui prévoyait, elle, la fin en mars 2020. Et en fait, vu que tout le monde ouvre son propre opérateur, en fait, ça en train de s'écouler super vite. Donc vous pouvez vous dire que 2 millions d'adresses, ça paraît énormément, ça paraît beaucoup, mais en fait, à chaque fois qu'on ouvre un RIR, on récupère un /22, donc ça fait 1024 adresses IP, donc ça fait que 1800 nouveaux IP. Donc conséquence de ces pénuries, donc c'est actuellement les 4 opérateurs, donc Bouygues, Free, SFR, Orange, ont attribué entre 88 et 99% de leur IPv4 qu'ils ont. Donc les droits d'usage des IPv4 se revendent de plus en plus dans un marché gris et le prix du /24 augmente de plus en plus. Donc c'est actuellement 5600 $ la plage /24. Donc ça fait à peu près 6 $ IP. Et donc une fois que les opérateurs télécoms n'auront plus de IP, ils seront obligés de faire soit du CGNAT, donc je vais en parler après, soit de l'IPv6.
Donc le CGNAT, qui est défini dans la RFC 6888, c'est un NAT à grande échelle qu'on peut faire ici en entreprise, ou en cours d'ailleurs, donc qui est utilisé par les fournisseurs d'accès à Internet dans le but de diminuer la quantité d'adresses IPv4 nécessaires aux clients et ainsi faire face à l'épuisement des adresses IPv4. Vous avez dû en entendre déjà parler, en fait par exemple, une fois que Free fait ça, c'est en fait une personne, en fait plusieurs personnes, par exemple une dizaine de personnes généralement, va avoir la même adresse IP. Et en fait ça va être découpé par porte. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que par exemple, si on est en entreprise, le P2P il ne marche plus. Tout ce qui n'utilise pas TCP, UDP ou les CMP sont bloqués. Et donc, ouais, le téléchargement, le téléchargement est bloqué. Par exemple, si vous voulez faire à la maison votre propre mini data center comme chez moi, si vous pouvez ne pas avoir le port 80 en fait. Elle pourrait ne pas être dans votre tâche. Donc du coup, bah, vous le bloquez. Et du coup, l'identification des utilisateurs est plus compliquée. Par exemple, l'histoire qu'il y a eu récemment, c'est quelqu'un qui s'est fait arrêter car il avait soi-disant téléchargé des choses illégales, genre vraiment illégales. Et en fait, c'était pas lui parce que c'était justement une IP partagée et en fait, les opérateurs ne loguent pas les ports, ils loguent que les IP. Donc en fait, ça pourrait être 10 personnes différentes et le gars s'est fait arrêter alors que c'était pas lui. Ah, donc en fait, cette solution, ils ont tous la même adresse IP, mais ils ont une plage de ports qu'ils peuvent utiliser. Et en fait, tu as 10 personnes qui ont, par exemple, je sais pas, une IP, n'importe laquelle, Oui. et en fait, tu auras entre 2000 et la plage entre 2000 et 4000. Et chaque personne a ça en fait. Donc la solution, c'est IPv6, donc, qui est définie dans la RFC 2460, donc, qui est codé sur 128 bits contre 32 pour l'IPv4. Donc ça fait 3,4 10 puissance 38 adresses théoriques. Donc ça peut paraître complexe IPv6, mais ça a aussi le but de simplifier les paquets, donc, comme on peut voir là. Donc ici c'est une trame IPv4 et ici c'est une trame IPv6, donc on voit tout de suite qu'elle est un peu plus simple à comprendre. Et elle permet également l'adressage de bout en bout et ne plus utiliser typiquement un ordinateur ou une adresse publique entre guillemets. Et on n'aura plus de notion d'adresse privée, d'adresse publique. Ça existera toujours, mais on aura plus trop la notion de LAN. C'est ça en fait. Après tu peux toujours la faire avec peut-être des adresses quand même locales, ce qu'on appelle une ligne locale. Mais en fait, typiquement, si tu fais un réseau propre IPv6, tu auras une adresse publique sur chaque sera son adresse publique. Pour les autres publics, je parle. Les lignes locales, ça remplace la MAC. Ah oui, c'est le MAC. Ça ne remplace pas l'adresse IP locale. Ouais. Et on aura quand même une genre d'IP locale en FO 80, quelque chose. Voilà. Et en fait, quand on aura l'IPv6 sur notre box, en fait, on aura un /4, il me semble, qui est attribué, et en fait, ça fera une IP. Donc IPv6 c'est une solution qui est peu exploitée parce qu'elle a été normalisée en 1998, qui est quand même pas mal de temps. Et la transition elle a démarré en 2003, mais franchement on voit très peu d'IPv6 et même nous en grand public dans nos box on ne voit pas d'IPv6 ni sur nos PC. 26% des sites les plus visités en France sur un top 631 qu'on trouve sur Znet sont accessibles en IPv6. Donc de très gros sites comme Twitter ne sont même pas utilisés dans l'IPv6. Ça commence à arriver, par exemple Google s'est mis en IPv6, Facebook a commencé, mais il reste quelques bugs, surtout sur les images, qui s'est stocké ailleurs. Et donc les fournisseurs d'accès justifient le non-déploiement de l'IPv6 par le fait que les fournisseurs de contenu ne proposent pas de contenu accessible en IPv6, et du coup en fait chacun se renvoie la page. Comme d'hab, des choses qui ne changent pas. Donc c'est une solution d'exploiter, parce que en entreprise, le changement est trop important, alors qu'en soi, eux, ils ont leur réseau privé, ça ne les intéresse pas, surtout pour une petite entreprise. Ça ne les intéresse pas de passer en IPv6, ils n'en ont pas besoin. Et il y a aussi peu de personnes qui sont formées en IPv6, et voilà, donc ça fonctionne en IPv4, pourquoi on changerait? Et donc là, c'est je pense les retours d'expérience que j'ai pu trouver. Donc des retours d'expérience que j'ai eu, donc en fait j'avais fait une demande sur Twitter à beaucoup de personnes qui travaillent dans le réseau et qui utilisent IPv6 tous les jours. Donc en fait tout ça est parti d'un article d'Humanité où en fait ils ont parlé de la pénurie d'IPv4 et comment IPv6 avait dominé le monde, on va dire. Et en fait beaucoup de personnes qui travaillent dans le réseau ont dit que cet article c'était clairement de la merde parce que déjà il disait des trucs que c'était pas forcément vrai. Et donc lui c'est le CEO de Online, je sais pas si vous connaissez. Et donc en fait voilà, il dit qu'en gros il est plutôt d'accord avec cet article et en fait c'est vraiment controversé. Donc
les retours d'expérience. Donc IPv4 finalement c'est pas si mort que ça comme je disais parce que tout le monde aura quand même ses adresses. Ceux qui ont déjà eu leur adresse IPv4 ils vont continuer à l'utiliser. Voir les reventes s'ils en savent plus, ils vont faire pour masque ou non. Et c'est comme une personne voilà, qui me disait que en fait ça va être comme le COBOL. L'IPv4 va rester à vie, même si elle va être de moins en moins utilisée, que IPv6 va être évaluée. Donc voilà, après il y a surtout des gens qui travaillent dans le réseau aussi qui disent que IPv6 ça ne sert à rien clairement. Ils ont leur IPv4, ils ont leur réserve d'IPv4, eux ils voient pas le problème en fait. Et puis pareil à la maison, voilà, l'IPv6 en sort, on n'a pas besoin. Mais le jour voilà, où les opérateurs ont plus d'IPv4, ça va poser problème. Donc dans un monde où tous les objets du quotidien seront connectés à nos frigos, il devient obligatoire d'utiliser IPv6. Parce que justement, on interconnecte de plus en plus d'objets connectés comme des PC et ça va faire qu'augmenter. Donc l'IPv4 ne sera clairement pas suffisant. Donc il est aussi important de passer l'IPv6 pour éviter de se retrouver avec deux Internet, donc IPv4 et IPv6. Et donc quelques entreprises sont déjà passées en IPv6 avec un tunnel IPv4 pour les clients qui n'ont pas IPv6 et ça continue. Donc là, voilà, la liste des gens qui m'ont aidé. Donc particulièrement à FRNOG, donc c'est une mailing list où on parle particulièrement de réseau. Milky One où je travaille, enfin où je suis bénévole, qui est un opérateur associatif comme je vous disais tout à l'heure, et après plein de gens sur Twitter et voilà. Merci. Alors, vos questions, commentaires? Faire du business avec l'IPv6. Elle confond toujours vitesse et précipitation, Cécile.